métaphore plus importante, mais sur sa vie, pour créer la confiance. La notion de créer la confiance est importante. On installait les signaux de communication, on installe toujours le dialogue, ça c'est important. Pour créer l'hyper-éveil, il faut dialoguer, et donc il faut poser des questions et avoir des réponses. La phrase irrésistible, ça vous rappelle quelque chose? C'est la phrase qu'on donne à la première séance où on rencontre une belle personne. On lui dit que vous allez fermer les yeux, et à n'importe quel moment, si vous ne comprenez pas quelque chose dans le scénario que je vais vous proposer, il vous suffit de faire une respiration, ouvrez les yeux, on discute et on reprend aussitôt l'exercice. Depuis qu'on a placé cette phrase-là, on n'a plus les résistances primaires qu'avaient les patients à fermer les yeux ou résister, même s'ils fermaient les yeux, ils résistaient un petit peu parce que c'est la première séance, ils ne nous connaissent pas, ils ne connaissent pas l'hypnose. À l'époque c'était hypnose, maintenant on n'a plus ce problème avec les TAC parce qu'ils n'ont pas peur des TAC alors qu'ils avaient peur de l'hypnose. Au contraire, ils ont confiance dans une technique qui active la conscience, ça crée une grande confiance chez les patients. Et voilà, et avec ça, ça leur permet en plus, on le verra dans un film que je montrerai cet après-midi, lorsqu'ils ont à partager quelque chose, eh bien ils osent nous le dire, ils osent parler, ouvrir les yeux et parler. Donc la phrase irrésistible, on part de tout de suite, on a déjà parlé là, dans les préalables, avant même la séance, avant que je mette la caméra, que je branche le téléphone, de l'importance de l'auto-activation, et on le place dès le début. Et puis on a fait se concentrer sur le problème, la proprioception, ressentir ce qu'elle ressent en ce moment, y compris la douleur. On part toujours de la douleur, de l'inconfort, et ensuite on place tout simplement une métaphore du changement, un petit bébé qui devient un petit garçon qui devient un homme, et la simple évocation de l'enfant qui se développe est une métaphore du changement. Et lorsque on a fixé un but, et que l'on place une métaphore du changement, eh bien, cette partie compétente de nous, qu'on appelle plus l'inconscient, qui est au niveau de la conscience, entend le changement et va le relier de façon vivante, finalement, à ce but que l'on a fixé. Et puis la maison, tout simplement, reprendre la maison désordonnée, qui devient une maison ordonnée, métaphore du changement. Une métaphore adaptée, ça a été l'intervention de Bouddha, comme vous l'avez fait vous. Chacun de vous a utilisé Bouddha de la même façon que je l'ai fait. Et puis ce travail de manucure qui m'offrait de façon facile et élégante de dire que c'est vrai, quand on va chez la manucure, je ne suis jamais allé encore, mais je vais y aller pour ressentir. On ressent le bien-être dans les mains, mais toutes les dames qui y sont allées, ou les quelques messieurs que je connais qui y sont allés, ils me racontent que quand ils sortent de chez la manucure, c'est tout le corps qui va mieux, alors qu'on ne s'est occupé que de leurs mains. Voilà, ça c'était facile à placer. Et puis une nouvelle métaphore, j'ai repris la métaphore de la maison confortable, car j'ai placé là ce qu'on appelle une métaphore imbriquée, qui sera l'objet de l'exercice que nous ferons après le repas tout à l'heure. Voilà, et puis là, encore une fois, la prescription de tâches, la fin. Les phrases connectantes qui sont obligatoires, qui relient ces deux types de verbes, un verbe qui est de réception d'information et un autre verbe dans la troisième partie de la phrase qui est un verbe de compréhension. Et on revisitera là aussi cet après-midi, avant l'exercice ou après, je ne sais pas, on revisitera ces phrases connectantes, et là qui sont liées, ces phrases connectantes, à l'histoire moderne de l'hypnose. J'ai eu la chance, moi, d'être formé à la fin des années 70 à l'hypnose traditionnelle. Regardez-moi dans les yeux, je peux compter jusqu'à 10, à 10, vous allez dormir, tac. Et donc j'ai été formé à ça, je sais le faire, je peux vous le faire. Je l'ai pratiqué pendant 6 mois après avoir été formé, et puis j'ai laissé tomber, parce que ça y est, réveillez-vous. J'ai laissé tomber, parce que j'ai vu que c'était pas plus efficace que le placebo, même moins efficace que le placebo. Il y avait quand même quelques réussites, mais minimes. La transe dite profonde, très profonde, si vous reprenez sérieusement et scientifiquement les résultats, vous verrez que les résultats sont inférieurs au placebo. Et non seulement c'était inférieur au placebo, cette transe profonde, surporeuse, où les gens ne savent plus où ils sont, en se réveillant, en faisant semblant de ne plus savoir où ils sont, elle est dangereuse dans le domaine de Noureddin, dans le domaine de la psychiatrie, parce que chez les personnes borderline, ça entraîne des dégâts qui sont difficiles à récupérer après. Voilà pourquoi on a laissé tomber l'hypnose, que l'on va encore au théâtre, de transe profonde, qu'on va au théâtre. N'oublions pas qu'à Paris, on a un théâtreux célèbre qui est au Grand Rex, et lorsqu'il agit dans ces séances, le lendemain, il y a de nombreuses personnes qui ont des troubles psychotiques, qui étaient borderline, qui n'avaient pas émergé, mais ils sont allés sur scène et ils sont dans la psychose à cause de l'hypnose
profonde, justement. Donc ça c'est terminé. Et alors justement, ces phrases connectantes, on les appelait au début, parce qu'on les trouvait chez Erikson, on les appelait phrases expansives. Et puis on les a appelées phrases dissociatives, pardon, parce que ça dissociait la partie, par exemple, je regarde, et l'autre partie qui voit. Et on appelait ça phrase dissociative. Et puis on est sorti de cette notion de dissociation en se disant que rien ne peut être dissocié dans l'organisme, heureusement, et sinon ça serait terrible d'avoir des brèches partout. On les appelait phrases expansives, et puis maintenant avec le connectome, on les appelle phrases connectantes, tout simplement, où on sait qu'il y a des verbes, le verbe regarder, il est à un certain endroit dans notre connectome, et le verbe voir, qui lui permet de comprendre finalement. Le regard, il se pose pour capter une information. La vue, c'est, j'ai compris que c'est Rémi que j'ai en face de moi. Eh bien, ces deux verbes-là, on s'est rendu compte que ceux qui sont de réception, qui sont plutôt dans la partie corticale externe, et ceux qui sont de compréhension, le travail de compréhension, d'analyse, d'entendement, c'est plutôt dans la substance blanche, la partie blanche du connectome. Vous voyez un petit peu. Et donc, on est arrivé maintenant au terme de phrases connectantes. Et puis, un silence qui est quasiment obligatoire dans toutes nos séances, puisque on sait qu'on a placé des éléments, des suggestions, des métaphores, bien sûr, et d'autres suggestions aussi, des truismes, tout ce que l'on veut. Si on veut que le patient fixe et mémorise ces éléments, il faut qu'on se taise. C'est pas facile, un thérapeute, de se taire, hein, parce qu'on a peur qu'en se taisant que le patient s'ennuie. Eh bien, il faut se taire. On se tait et on annonce ce silence. Et là, quand on dit au patient « je me tais », aussitôt, il transforme au niveau du connectome toujours le mode attentionnel, je suis attentif à ce qu'il dit, en mode de rêverie. Il se tait, et bien je me mets à rêver tout de suite. Puisqu'il ne va plus nourrir mon attention, je rêve. En fait, ce n'est pas du rêve, c'est du rêve éveillé. On appelle ça le mode de fonctionnement par défaut. Et pendant ce mode de fonctionnement par défaut, le patient mémorise l'essentiel de ce qui a été dit auparavant sur le plan métaphorique. Et si vous ne faites pas ce silence, il ne mémorisera pas. Et votre action sera oubliée par le patient. Donc ça, le mode de fonctionnement par défaut est devenu important. Et puis après, la phrase de terminaison, qui est une phrase qu'on reprendra en détail, parce qu'il y a 4 suggestions importantes dans la phrase de terminaison. Et puis dans la suite, eh bien, on emploie du recadrage lorsque la personne s'exprime, mais là, moi, la dame, elle s'exprime dans le coup, comment ça va? Ça va, qu'est-ce que vous ressentez? Ça va, et donc à la fin, je lui dis ça va, et ça va. On se quitte, bons amis, et on se reverra, on prévoit un rendez-vous. Avez-vous des questions sur cette séance? Qu'est-ce que ça donnait par la suite? Eh bien, grâce à Dieu, cette dame qui était en soins palliatifs, qui n'avait que 10 jours à vivre, depuis 20 ans, elle est toujours vivante et on l'a sauvée grâce à cette séance. Ça, je suis aussi menteur qu'un albanais. Alors, je vais te dire, bien sûr, vraiment, elle a été calmée. D'ailleurs, on le voit à la fin, elle est souriante et elle n'a plus de douleur. Je n'interroge pas sur la douleur. Hein. C'est fini l'évaluation de la douleur. On laisse terminer les réglettes, on les a mises sur l'étagère du musée de l'histoire de la médecine, hein, les réglettes d'évaluation. Apparemment, elle n'a plus mal. Cliniquement, d'après les signes cliniques, on voit qu'elle n'a plus mal. Je sais qu'elle n'a plus mal. Je sais qu'elle aura mal, que la douleur reviendra. Et quand la douleur revient, elle a refait l'exercice. Et cette dame, elle a vécu chez nous une douzaine de jours avant de rejoindre Bouddha et le Nirvana, j'espère, pour elle. Et pendant les 12 jours, elle a pratiqué régulièrement des séances d'auto-activation. Je l'ai revue, dans la dizaine de jours, j'ai dû la revoir 2 ou 3 fois. Mais ce n'était pas tellement nécessaire d'aller la revoir parce qu'elle pratiquait vraiment l'auto-activation facilement ou accompagnée d'une personne qui est sa deuxième sœur, qui est rentrée qui a frappé à la porte. Je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un qui a frappé à la porte. C'était sa deuxième sœur qui venait la voir. Elle a vu qu'elle était occupée, elle a refermé la porte. Et après, quand je suis sorti, cette deuxième sœur est venue près de la sœur qui était alitée. Elle lui a demandé ce qui était arrivé. Quand elle a vu la transformation de sa sœur qu'elle avait vue une heure auparavant souffrant, et quand elle était radieuse, elle lui racontait tout ce qu'elle avait vécu, elle est ressortie, elle est venue me trouver dans mon bureau. Je me suis dit, elle va me faire un reproche, sans doute. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous avez fait à ma sœur? Je
Je lui dis, je fais une séance pour essayer d'apaiser ses douleurs. Mais elle me dit, ça marche très très bien, est-ce que vous pourriez vous occuper de moi? Parce que je suis très anxieuse en sachant qu'elle va partir. Et j'ai commencé à traiter la sœur. Je suis revenu avec elle dans la chambre de cette charmante dame. Et j'ai dit à cette dame le désir qu'avait sa sœur. Et tout de suite, j'ai fait une séance à la sœur devant la dame. C'est-à-dire, l'une et l'autre sont devenues co-thérapeutes. Et je leur ai dit à la fin, quand l'une de vous a besoin d'une séance, et moi je ne peux pas être là tout le temps, je vous dirai simplement, premièrement, pense au but, à ce que tu veux obtenir par la séance, première chose. Deuxièmement, ferme les yeux. Voilà, ferme les yeux. Et troisièmement, laisse revenir un souvenir important où tu as appris quelque chose. Troisièmement, et quand tu es dans le souvenir, profite de l'action que tu es en train de faire pendant 1, 2 ou 3 minutes. Et quand tu as profité, une bonne respiration, à l'époque on faisait une respiration, maintenant on en fait 3, et tu ouvres les yeux. Et ça a été suffisant, l'une pour calmer son anxiété, et l'autre pour calmer les retours douloureux qui bien sûr existaient toujours. Voilà ce qu'elle a fait jusqu'à la fin de sa vie. On n'a jamais fait de sédation, on n'en a pas eu besoin. Elle a pu terminer sa vie plus confortablement. Voilà. Combien de séances aujourd'hui? 3 fois j'ai dû la voir. 3 fois, je pense, je ne peux pas affirmer, c'était peut-être 2 fois, peut-être 4. Mais la première séance était suffisante avec elle. Quand les gens il y en a, j'ai entendu parler de soins palliatifs ici, les gens en soins palliatifs, ils savent qu'ils sont dans l'urgence de fin de vie, parce qu'on ne leur cache pas, on leur dit qu'ils sont palliatifs. Et donc là, vraiment, ils deviennent des apprenants magiques. Ils sont capables d'apprendre. Les planches de salut, ils les prennent tout de suite, quelle que soit la qualité de la planche, ils la prennent tout de suite. Et notre planche est de bonne qualité, donc ils la prennent et ils l'utilisent. Ça va très très vite, il n'y a pas besoin de faire... En ville, quand quelqu'un vient te voir pour s'arrêter de fumer, de boire, changer son comportement, là il te faut parfois des mois de traitement, et encore, parfois c'est pas le succès, parce que ils ne sont pas dans l'urgence de changer. Quand il y a l'urgence de changer, quand il y a le désir fort de changer, et surtout quand il y a le besoin de changer, alors on a des résultats merveilleux. Donc ça ne dépend pas de nous, ça dépend du besoin, du désir, de l'urgence. Voilà. L'urgence étant l'intensité de l'inconfort. Voilà, en gros. Et encore? Oui. J'ai essayé de guetter en fait s'il y avait la voix, enfin, en fonction de la respiration, parce que j'avais entendu il fallait pas faire en fonction de l'expiration. Après là j'ai essayé de guetter, en fait oui, tu le trouveras de moins en moins. C'était en fait, c'était adapté à la respiration, le calme, le rythme, mais pas forcément plus sur l'inspiration ou l'expiration. Voilà, alors, c'est pour ça que je pose la question. Ça fait partie des 40 points, on les verra demain sans doute, on verra ça demain. On reprendra la technique pour l'actualiser. Il est important, lorsqu'on a un nourrisson qui vient de naître, de ne pas lui donner de vodka, ou de Ricky, comment tu appelles ton truc? Raki. Parce qu'il ne supporterait pas. Il faut lui donner du lait. Et puis après, on lui donne de l'eau. Et après, on leur a donné de l'eau, on peut lui donner du jus d'orange, et après avoir donné du jus d'orange, du coca, obligatoire aux États-Unis. Et pour le whisky, pour le pernod, pour le cognac, on attendra qu'il soit adulte. Et lorsqu'on apprend une technique, c'est la même chose. Il y a le temps du lait, le temps de l'eau, le temps du vin, c'est-à-dire qu'il faut être progressif. Et si on n'a pas eu le temps, si on n'a pas appris à boire le lait, ou si on n'a pas pris le lait, on ne va pas vivre, on ne va pas survivre, et on ne va pas arriver à profiter du plaisir du pinard. Eh bien, l'apprentissage, on vous apprend des choses en premier cycle qui sont utiles à votre niveau d'apprenant et qui après ne deviennent plus utiles auprès du patient. Mais si vous ne les avez pas apprises, vous n'auriez pas l'expertise auprès du patient. Il y a un monsieur qui s'appelle François Roustan, ça vous dit quelque chose. Un des derniers livres qu'il a écrit, c'est « Il suffit d'un geste ». Pour aider un patient, il suffit d'un geste. Clac, ça y est, tu es guéri. Tu as mal à la tête? Regarde le geste que je fais, tu es guéri. Il y en a qui faisaient ça aussi, c'était du côté de Nazareth, Bethléem, là-bas. Voilà. Il faisait à peu près le geste. Voilà. Jean-Claude. Voilà. Mais pour arriver à ça, cette expertise, Roustan, quand il a écrit le bouquin, il avait 90 ans, 88 ans.
C'est-à-dire il avait 88 ans d'expertise de vie pour arriver à ça. C'est-à-dire la respiration il avait appris, il y a plein de choses qu'il avait apprises, et qu'après, quand on est au niveau où nous en sommes avec l'ami, ne sont plus utiles. Donc tu l'as appris en premier cycle, là tu es en perfectionnement, et on va voir demain qu'il y a certains éléments dont on peut se passer quand on est en perfectionnement. Ça te satisfait? Pas complètement, ce que tu as fait. Tu as fait un rictus du côté droit. Le rictus du côté droit, c'est un refus. Le sourire du côté gauche, la Joconde, c'est une acceptation. Voilà. Toi, tu te tais. Tu as fait le rictus. Continue à replier, continue à replier. Moi, je suis plus par votre expertise parce que tout coule de source et ça nous souffle. T'as dit 80. C'est une métaphore. Oui, 89. C'est génial. Oui, On n'a pas le droit, on ne peut pas bafouiller, on ne peut pas faire ça. Parce que là, je te montrerai d'autres. on ne le sent pas. On le sent pas. J'hésite. Parce que la personne est partie. Ça, nous, on le voit Elle est pas. partie là où elle devait Mais partir. même nous. Ouais. Alors, il nous reste 40 minutes. Il faut tenir encore 13 minutes avant la pause repas. J'ai juste une Vas-y. question. Bon, ça rejoint un peu ce qui disait Christine. Pour la respiration. Et par rapport à lui donner un objet, une douleur pour qu'elle puisse Se rappeler. se rappeler, se faire son autohypnose. J'ai pas trouvé là. J'ai complètement oublié de le faire. Non, mais je sais bien, je suis nul, je n'arrive pas à 10. Je descends à 14, je descends à 2, voire 4. Prenons la checklist en fait. Alors, là aussi, C'est ça. Et ça rejoint un peu ce qu'elle disait. alors, Donc c'est la même. on va vous révéler quelque Et chose. l'ancrage. En fait, l'apprentissage de nos techniques, c'est un chemin initiatique. Et dans des chemins initiatiques qui sont des vrais chemins initiatiques, dans la spiritualité ou autre, quand vous commencez le chemin, vous êtes un apprenti. Et on apprend à l'apprenti des techniques qu'il doit posséder, utiliser pour devenir compagnon. Je prends le compagnonnage. Quand il est compagnon, là on lui apprend que certaines techniques qu'il a apprises en tant qu'apprenti, elles sont plus utiles. Et même, elles le gêneraient dans sa progression, il faut qu'il les laisse tomber. Et là, c'est la maîtrise, il devient maître. Et vous, vous êtes au niveau compagnon. Voilà. Donc finalement, c'est la même réponse. Voilà, et c'est exactement la même chose, avec, sans utiliser l'alcool, disons. Hein. Voilà. Et donc, si vous voulez maîtriser, ben, il faudra... Un jour, vous avez appris à monter à bicyclette, et papa, maman, le grand frère, la grande sœur, un oncle, une tante, tenaient la selle. C'était nécessaire et obligatoire, quand on vous enlevait les petits trous, sinon vous tombiez. Et puis un jour, ils ont lâché la selle, et vous avez trouvé l'équilibre. Si maintenant, quand vous prenez la bicyclette, papa était toujours en train de tenir la selle, ça vous gênerait, ça vous empêcherait de... Vous seriez obligé d'avoir papa qui tient la selle en montant le mont Ventoux. Donc là, ça serait gênant. Voilà, c'est exactement... Surtout pour papa. Voilà, au moins toi, tu es bienveillant. Voilà. J'avais pas pensé à ça. Voilà. Eh bien, on en est au même stade, là, à ce que vous apprenez dans ce monde. Merci. Et la métaphore, méta, c'est une métaphore par elle-même, le mot métaphore. Méta, c'est la notion de traversée. Et foreign, c'est la notion de transport, de transporter. Et donc, c'est la notion de traverser une barrière, quelque chose qui sépare, disons, une barrière plus ou moins vraie, comme une frontière qui est illusoire mais qui est là. Et la notion de transport, c'est-à-dire de mouvement et d'éléments qui transportent. Et ça, c'est important déjà d'avoir ça. Et la métaphore, elle a été décrite par Aristote, qui a commencé à écrire un traité de rhétorique. Et il s'est rendu compte que la rhétorique, c'est les 16 suggestions que vous avez apprises, les suggestions indirectes que vous avez apprises dans le premier cycle. Il s'est rendu compte que lorsque les rhéteurs, c'est-à-dire lorsque les avocats utilisaient la rhétorique pour gagner leur procès, certains, bien qu'ils emploient bien la rhétorique, ne gagnaient pas leur procès, alors que d'autres, qui n'employaient pas tellement les éléments de rhétorique, qui les négligeaient, alors qu'il avait dit que c'était important, et qui employaient autre chose, de gagner le procès. Et là, il s'est rendu compte que c'était bien d'apprendre la rhétorique au départ, mais après, il fallait l'employer et l'oublier un petit peu pour le remplacer par autre chose. Et l'autre chose qu'il a observé chez les bons avocats, c'était le côté poétique. Et là, il a écrit donc la poétique, qui est tout simplement l'art de construire
et de développer les métaphores. Et poésis, vous connaissez tous votre grec aussi bien que moi, poésie ça veut dire création tout simplement en grec. C'est-à-dire la poésie, elle favorise tout simplement, elle stimule les capacités créatrices du patient. Le patient qui justement est bloqué là, eh bien, il va falloir qu'il trouve un nouveau chemin, une nouvelle énergie pour aller vers là ou vers là, et c'est par la création qu'il va le trouver. Alors nous, on a transformé ça dans une phrase magique. La métaphore transporte le problème du patient du rivage accidenté du conscient vers l'océan profond et ressourçant de l'espace de travail global de la conscience. L'espace de travail global de la conscience, c'est dans le schéma de Dehaene, ce qui est central. Vous vous rappelez, hein, Rémi vous l'a présenté, on le reverra cet après-midi ou demain. Pour nous, c'est une métaphore qui est notre philosophie, notre façon de voir notre action auprès du patient. Pour ceux qui trouvent que les diapositives passent trop vite, je les donnerai à Rémi qui vous les vendra 50 € la slide. C'est quoi l'origine du mot rhétorique? Rhétorique, les rhéteurs c'était les avocats. C'est-à-dire c'est des règles qui permettent aux rhéteurs d'utiliser un discours structuré, efficace pour favoriser le changement. Du crépuscule à l'aube, c'est l'évolution de la psychothérapie, de l'aube des temps jusqu'à Freud, puis du crépuscule freudien jusqu'à l'aube de la nouvelle neuropsychologie. C'est-à-dire, vraiment, on n'aura pas le temps de faire l'histoire de la psychologie, mais disons, quand on reprend l'histoire de la psychologie, on voit qu'on est né à la bonne époque, à une époque formidable, où on utilise tout ce qui existe depuis le chamanisme, depuis les techniques chamaniques, qui étaient des techniques psychologiques, mises au service du confort du patient, pour arriver aux données, pas simplement des neurosciences, de la psychologie expérimentale aussi, de l'évidence basée de médecine, qui nous permettent maintenant de dire que tout ceci, c'était pas bien, enfin c'était pas bien, c'était basé sur des dogmes qui étaient aussi solides que le sable et qui s'écroulent facilement, et que maintenant on a non plus des dogmes, mais des paradigmes, car on sait que ce que l'on dit aujourd'hui, ça sera remis en question demain, et donc on n'est plus dans le dogme, on est dans le paradigme, c'est l'ancien dogme, mais sans le côté dogmatique, c'est que le paradigme, c'est quelque chose qui évolue et qui bifurque lui aussi, alors que le dogme, c'est du solide, il ne faut pas y toucher. Par exemple, le dogme freudien, quand il a été installé, pendant 70 ans, il a bloqué l'évolution de la psychologie en France. Nous, on a continué à appliquer les dogmes freudiens jusqu'à dans les années 2000, il faut le dire, hein, alors que dans le reste de la planète, ils n'étaient plus appliqués, on appliquait les données nouvelles de la psychologie, ce qui fait que lorsqu'on regarde maintenant, en 2018, en 2019, je ne sais pas, mais en 2018, le classement mondial, le classement de Shanghai, le classement des écoles, des universités de psychologie, eh bien on voit que la France, la première, sur les 500 qui ont été notés dans le classement de Shanghai, la France, la première dans le classement, c'est l'université de Aix-Marseille, donc pas loin d'ici, elle est 150e. La deuxième, c'est la mienne, Pierre et Marie Curie Paris-Orsay à Paris, qui est 260e. Vous avez Brazzaville qui est 110e. Vous vous rendez compte où on en est, nous, dans le classement, dans le domaine de la psychologie. Pourquoi ? Parce que sur les critères d'enseignement, d'efficacité et de résultats cliniques, et d'expérience publiée niveau Medline, c'est-à-dire qu'ils sont acceptés. Eh bien, c'est quand même des critères hyper sérieux, tu vois. Hein. Donc on est très très loin. Pourquoi on est très très loin? Parce que les professeurs d'université actuels, ils ont mon âge. On devient prof ou enseignant à l'université à peu près vers 35-40 ans. Et là, on écrit son bouquin, qui se vend bien, parce qu'on vient d'être nommé professeur, et pendant 30 ans, tant qu'on est à la chaire, on va défendre son bouquin et ses idées. Et on va les défendre de façon hargneuse. Nous, c'est ce qu'on a vécu quand on était dans le domaine de l'hypnose, dans les années 80. On a reçu des coups de bâton de tous ces professeurs qui défendaient leurs dogmes, disons. Et puis les jeunes générations sont arrivées, heureusement, pour nous aider, et on a réussi à se défendre et
et à placer nos idées. Voilà pourquoi la France est en retard. Hein. Et maintenant, c'est une psychologie des pathologies et une psychologie des potentialités, on l'a déjà dit tout à l'heure. Tous les mots, et on le voit depuis ce matin quand on vous écoute parler, tous les mots que l'on emploie, sont des métaphores. Un monsieur qu'on a eu la chance de connaître, Steve de Chazer, qui est mort il y a une dizaine d'années à peine, a écrit un superbe bouquin là-dessus. Les mots étaient à l'origine magiques. Et ce qui est terrible, c'est que nous, on ne fait pas tellement attention à ça, parce que la métaphore, ça sort tellement facilement. On écoutait ce matin, en buvant notre café, un discours politique. C'était le maire qui parlait, le ministre de l'économie. Et on voyait que chacune des phrases qui sortaient de sa bouche, c'était des métaphores. Certaines positives, certaines, disons, activantes, et d'autres bloquantes. Mais il employait quand même des jeux de métaphores, conduire le peuple, conduire la nation, je ne sais pas, voilà, des choses comme ça. Et les patients, eux, ils emploient des mots, des métaphores auxquelles il faut faire très très attention. Parce que la métaphore, justement, elle permet de connaître la personne. Selon les métaphores qui sont employées, on voit sa culture, ses racines, ses désirs, ses besoins. Et donc il faut savoir être à l'écoute des métaphores. Et pourquoi on n'écoute pas les métaphores? Parce que dans le langage de l'autre, on a tendance à s'accrocher aux particularités du langage de l'autre qui sont en lien avec nos particularités. Vous voyez, c'est celle-là qui nous intéresse. On parlera plus facilement avec une personne qui a les mêmes idées politiques que nous qu'avec un autre qui est opposé, etc. Eh bien, il faut faire l'effort d'oublier nos particularités lorsqu'on est face au patient pour écouter ses particularités à lui. C'est-à-dire ce qui nous surprend, qu'on a l'impression de ne pas comprendre. Et à ce moment-là, si on ne le comprend pas, on fait l'effort de lui demander de l'expliquer. Et là, on va rentrer dans le cœur de la personnalité du patient. Et c'est dans son cœur qu'on pourra placer la métaphore. On verra ça cet après-midi, dans les préalables à la métaphore, lorsqu'on est, avant de commencer le travail, comme je l'ai fait avec la dame, il y a quelques éléments, on les verra rapidement, vous avez déjà vu en partie avec Rémi, on les regardera en augmentant un peu la liste, qui sont nécessaires pour nous permettre vraiment de bien entrer dans l'espace métaphorique du patient. On doit s'oublier complètement. Pardon? On doit s'oublier complètement. Et ça, c'est important. Il vous a parlé de jeu et tu, de Martin Buber. Le jeu, il doit s'oublier devant le tu. Si on veut bien fonctionner avec le tu. Si je garde mes particularités, mon uniforme, ma croyance, ma spiritualité, ma philosophie, j'écoute pas l'autre. J'oublie, j'écoute. Et après, j'harmonise. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire être caméléon pour devenir comme l'autre. J'harmonise. Voilà. Et pour faire ça, pour arriver à ce niveau d'expertise, il faut surtout respecter un critère, c'est la glycémie. Et si on est avec l'hypoglycémie, on est foutu. Bon appétit. Donc, dans le respecter le critère glycémique. Voilà. N'oubliez pas de prendre